Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je ne me lasserai jamais de rappeler le but et la raison pour laquelle on vient tous les jours grandir ensemble ici. Depuis le début de cette semaine, on est en train d'apprendre sur la meilleure façon d'évaluer pour évoluer, de faire le bilan personnel, spirituel, le bilan à 360 degrés. Après que j'ai établi les bases de l'affaire, du fait que le bilan est biblique et que le Saint-Esprit devrait nous guider à ça, on a parlé de comment faire un bilan pour soi-même, pour sa propre vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du fait qu'il est possible de faire un bilan de couple et de famille. Ça veut dire ceci. Le couple étant un peu la cellule de base de laquelle la famille est formée, c'est à partir d'un couple qu'une famille est née, à partir d'Adam et Ève que l'humanité va exister. Il faudrait apprendre comment on évalue son couple. Aujourd'hui, les divorces et les éclatements de couple sont devenus vraiment monnaie courante. Et la raison, c'est que les gens ont tendance à s'asseoir pour parler des choses sérieuses que quand ils commencent à penser autrement. Si on évalue à mi-parcours, on évalue de temps en temps son couple, on n'a pas besoin de s'asseoir que quand il y a un problème. On peut évaluer le couple en riant avec joie, mais pour s'améliorer et devenir meilleur. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, il est bon d'apprendre à évaluer son couple pour le bonheur de la famille. Quand ça commence avec papa et maman, après ça entre dans le système de famille qu'on crée autour de nous. Aujourd'hui aussi, on en arrivera jusqu'à se poser 10 questions importantes lorsqu'on veut évaluer les couples. Parce que vous dites, on va évaluer le couple, on va parler de quoi? Ça va être si pratique qu'à la fin, vous saurez comment passer à l'autre niveau de votre vie de couple. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce bilan de couple a pour but de protéger l'alliance et d'encourager la vie de paix. La paix doit être cultivée. On n'évalue pas pour qu'on se batte. On n'évalue pas le couple pour que chacun mette le doigt dans l'œil de l'autre en disant « Ouais, je me disais, on verra, le jour de l'évaluation. Oui, en fin d'année, tu vas voir, quand on va évaluer, je vais tout dire. » Ce n'est pas le sens de l'évaluation dans une vie de couple. C'est pour cultiver la paix et par-dessus tout, protéger l'alliance qu'on a ensemble. Le mariage, c'est plus qu'un contrat, c'est une alliance. Le contrat a tendance à être une entente qu'on a mise sur papier, qu'on se promet d'accomplir et on a trouvé les moyens de pouvoir, se lier ou se délier sur base de ce qui est écrit dans ce document. Mais une alliance dépasse nos simples mots, dépasse nos simples écrits. Une alliance devient un engagement à s'appartenir l'un à l'autre. Et le mariage, c'est une alliance. C'est un engagement beaucoup plus profond. Et l'alliance a besoin d'être protégée. Justement, quand on évalue un couple, on commence où? Quels sont les domaines clés? Premièrement, alliance et unité. Il en va de soi, n'est-ce pas? On doit commencer à évaluer le degré de notre alliance et de notre unité en tant que couple. Écoutez bien ceci. Devenir une seule chair touche le cœur, les décisions, les finances et l'intimité. Devenir une seule chair touche tous ces domaines. Le cœur, les décisions à prendre, les finances et l'intimité. Le jour où on a accepté de devenir une seule chair, ce n'était pas seulement du point de vue physique, sexuel, mais non seulement émotionnel, c'est du point de vue de tout notre être entier, l'être intérieur, de la prise de décision collective sur les réalités qui sont devant nous, des finances ainsi que de la vie d'intimité en tant que couple. Il faut évaluer alliance et unité. Êtes-vous dans un contrat de mariage ou êtes-vous en alliance avec votre femme? Avez-vous juste accepté de vous marier en ayant signé les papiers ou avez-vous accepté de faire route ensemble? Je vais dire quelque chose qui va vous sembler peut-être inhabituel ou peut-être peu religieux, mais ça va être très, très réaliste. Regardons les choses dans la véritable réalité. Voici la véritable réalité. La réalité, c'est que on ne se marie pas quand on va aller voir les parents. On ne se marie pas quand on va aller voir l'État. On ne se marie pas quand on va aller voir l'Église. On se marie lorsqu'on s'est engagé l'un à l'autre. Toutes ces différentes institutions constatent une relation à la base. Je n'ai pas su que Nadège était ma femme quand on a signé les papiers
ou quand j'ai vu sa famille, ou quand on nous a bénis à l'église. C'est quand moi, mon cœur me l'a dit et je lui en ai parlé et elle a dit oui. C'est à ce moment-là que notre alliance a commencé. Voir les familles, on l'a fait ensemble. Voir l'État, on l'a fait ensemble. Voir l'Église, on l'a fait ensemble. Un couple se bâtit dans cette alliance personnelle et secrète qu'on a eue. Les restes ne sont que des façons d'officialiser une alliance individuelle qu'on a eue. Est-ce que dans votre couple, vous avez encore cette alliance? Ou ce sont les papiers et les avocats qui vous maintiennent? Ou c'est le régime matrimonial qui vous permet de continuer à vivre ensemble? Est-ce que vous avez encore cette alliance ou bien c'est la honte dans l'Église qui vous maintient ensemble? C'est dire non, mais si quoi que ce soit arrive aujourd'hui, pour qui on me prendra? Est-ce que les paroles dites, les engagements que vous avez pris l'un vis-à-vis de l'autre, vous en êtes où avec votre alliance? Vous devez apprendre à évaluer les degrés de votre unité. Vous savez, sans le vouloir, de fois, quand les enfants entrent dans un couple, ils ont tendance à diviser les parents. Vous avez déjà vu ça? C'est instinctif. Ils ne le font pas pour vous diviser, mais c'est leur habitude. C'est comme ça, c'est humain. Les filles vont demander les choses chez leur papa, les garçons vont demander les choses chez leur maman. Et la maman a l'impression que le papa n'arrive pas à dire non aux filles, et le papa a l'impression que la maman ne sait pas dire non aux garçons. Et eux, quand ils font leur petite réunion d'enfants, ils savent. Ils se donnent même des missions. Ils disent, ah, toi, Catherine, il faut demander à papa parce que toi, quand tu demandes, c'est bon. Les garçons demandent que la petite fille aille demander à papa parce qu'ils savent qu'il va dire oui. Les enfants se transforment en un bloc qui est capable de massacrer notre unité. L'unité. L'unité, ce n'est pas parce que vous dormez ensemble. L'unité, c'est un état d'esprit et un type de collaboration. On accepte que dans le parcours que je fais seul, j'ai besoin de l'autre. Il faut qu'il sache, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il donne sa part, il faut qu'il contribue, qu'il montre ses émotions, ses sentiments, sa préférence. La décision finale sera le mélange de nos volontés. C'est ce qu'on appelle l'unité, devenir un. Aujourd'hui, on n'est pas en train de faire une thérapie de couple, on n'apprend pas comment on vit la vie de couple, mais on apprend au moins comment on évalue une vie de couple. Votre alliance, elle en est où? Voilà ce que moi je vous proposerai en tant que couple chrétien. Apprenez à avoir vraiment une alliance verbalement prononcée, en disant que toi et moi, le Seigneur nous a appelés pour faire ça. Je m'engage à toi pour ça. Tu t'engages à moi pour ceci. Verbalisez votre alliance. C'est une bonne chose. Pas, vous savez, de nos jours, quand les gens se marient, il faut un discours. Vous savez pourquoi on laisse au marié le temps de parler, à la mariée le temps de parler? C'est pas pour que l'audience crie « Wow, 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 yeah !» Chez nous, en Afrique, on fait bien des cris des joies comme ça. Et quand tu dis une parole, tout le monde dit « Oh, waouh, quelle parole !» Allez, réciter à sa conjointe ce que ChatGPT a dit, ce n'est pas une alliance. C'est balbutier même 5 mots qui sont un engagement que tu vas tenir. Ça, c'est une alliance. Il ne s'agit pas de la belle poésie. Il s'agit de la conscience que j'ai utilisé ces mots et que je dois devoir tenir. J'ai vu comment les couples dévaluent le moment sacré d'échange de vœux. Ça devient échange de belles paroles au lieu d'être échange de vœux. D'autres sont passés de l'autre côté de la chose. C'est devenu des vœux qui se font en parlant en langue. Vous parlez en langue au moment des vœux? Il va comprendre quoi? Dans quelle langue tu as dit ces vœux-là? Entre nous, toi-même, tu as dit quoi? L'alliance de votre couple, c'est quoi? Regardez-vous en couple et dites, hein? Justement, nous, ça a toujours été quoi notre alliance? L'alliance et l'unité. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je l'ai dit tout à l'heure, devenir une seule chair, ça touche le cœur, les décisions, les finances et l'intimité. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12 dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. » Le verset 11, déjà, il commence en disant « deux valent mieux qu'un ». Ils peuvent tirer un meilleur salaire de leur travail.
Et il dit que et si quelqu'un est plus fort qu'un, c'est-à-dire s'ils sont dans un contexte où ils sont en combat et que la personne qui se bat contre eux est plus fort qu'un, lorsqu'il reçoit de l'aide, de ce secours-là, ils sont plus forts. L'unité multiplie les forces. On doit vérifier. Depuis qu'on s'est marié, sommes-nous devenus plus forts? Depuis on vit ensemble, on est maintenant fiancés, sommes-nous devenus plus forts? Depuis qu'il y a les enfants qui sont entrés dans notre maison, sommes-nous devenus plus forts? Vérifiez votre degré d'alliance et d'unité. Deuxième domaine vers lequel il faut tourner le regard quand on évalue un couple, c'est communication et pardon. Ah oui. La grande partie des problèmes d'un couple vient de la communication. La grande partie des problèmes dans toute forme d'alliance, dans toute forme d'unité, dans toute forme de collaboration. Dans la famille, pas seulement entre papa et maman, papa, maman et les enfants, les frères et les sœurs, tout le monde, la communication. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « tu veux dire quoi ?» On lui parle, la personne lui parle, elle finit de parler et lui demande « tu veux dire quoi ?» C'est-à-dire tout ce qu'il a dit, il ne voulait pas dire. Dans tout ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Donc, quelqu'un fait tout un discours pour présenter ce qui n'est pas sa vraie volonté, en laissant des pots de banane comme ça, là, des points de puzzle, pour que la personne rassemble sa véritable pensée. Imaginez que quand quelqu'un parle, il ne dit pas ce qu'il voulait dire, c'est déjà se mettre dans des positions des préjugés et des craintes. Et lorsque dans une relation, on n'a plus confiance aux intentions, ça fait perdre la communication. On n'a plus confiance aux intentions, c'est-à-dire il le dit parce qu'il pense, qu'il croit que, donc il a choisi ces mots pour pouvoir faire avancer tel agenda. Donc la conversation devient un monde hypocrite, un monde masqué. La conversation devient un monde miroir. Le vrai monde est dans l'intention. Mais quand on est rassuré de l'intention de la personne, les mots ont un sens. Quand la communication n'est pas évaluée, le couple n'évolue pas. Posez-vous la question, est-ce qu'on communique bien? J'ai entendu des couples dire « Ah ouais, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs dans la communication, mais on communique de notre manière. Hein. » Ok, c'est quoi votre manière? Bon, ma femme, elle sait, hein, que moi, quand quelque chose est bon, je dis rien. Hein. Quand ça ne marche pas, là, je peux au moins clairement dire que ça ne marche pas. Chaque couple est unique, c'est sûr, c'est vrai. On ne peut pas vous imposer de communiquer comme tout le monde. Mais si c'est un mariage et c'est une institution, ça veut dire qu'il y a certaines méthodes qui sont obligatoires parce qu'elles sont les seules qui marchent. Quelle que soit votre façon de communiquer, vous ne pouvez pas y placer des paroles décourageantes, insultantes. Quelle que soit votre façon de communiquer, vous ne pouvez pas vous crier dessus durant toute la vie. Ça peut devenir toxique, pas seulement pour vous, mais pour vos enfants. Vos enfants iront communiquer dans leur maison comment vous avez communiqué. Imaginez-vous qu'un le conjoint de votre fille dit « Non, rentre chez tes parents. Chez moi, on ne crie pas comme ça. Si ta mère criait comme ça sur ton père, pas chez moi. » Comment vous vous sentirez? Oh, ça fait bizarre, hein? Comment il a osé dire ça? Mais c'est la vérité. Vous communiquez toujours comme ça chez vous à la maison. Évaluez votre communication. Est-ce qu'on sait résoudre nos conflits? Est-ce qu'on a une stratégie? Quand on a un problème, comment on s'y prend? Comment on communique? Au téléphone, SMS, comment on fait savoir ce qu'on a? Quel est notre langage secret? Si je veux communiquer en présence de quelqu'un sans qu'il sache ce que nous, en tant que couple, on est en train de se dire. Il ne s'agit pas d'une langue seulement, il s'agit aussi du langage. Il ne s'agit pas du langage seulement, il s'agit aussi de choix, d'approche, de façon de le présenter. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu ne peux pas porter des gants avec elle. Ce n'est pas parce que c'est ton mari que tu ne peux pas porter des gants. Oh, je préfère être ton collègue au travail. Tu lui parles mieux. Quand tu es à la maison, ton mari, tu dis « Ah, toi aussi. Hein? » Mais quand Claude, au travail, t'énerve, tu es épuisé. Quand il arrive, tu tournes « Oui, Claude, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais que je te dérange. » Je dis « Non, c'est pas grave, dis-moi. » Tu uses des patiences. Mais quand ton mari vient « Ah, toi aussi, ah. » J'étais déjà... Tout le monde n'aime pas que je m'assoie ici. Dès que je commence un peu à regarder mon TikTok, tout le monde a des choses. Tu veux quoi encore? Et ça, c'est un exemple de femme. Il en est de même des hommes. Communication, des fois nulle. À la servante, on dit « Ah oui, madame, excusez-moi, est-ce que je vous dérange? Hein?
est-ce que je peux avoir un pina colada un peu... S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais à ta femme, tu dis, c'est le coca, donne-moi un coca. S'il n'y a pas un coca, vraiment, je ne sais pas. Toi aussi, vraiment, tu n'as même pas acheté de coca. On veut être tellement vrai avec l'autre, mais qu'on oublie de fois que l'autre mérite aussi que nous puissions tourner notre langue avant de parler. Jésus ne nous a pas demandé de tourner notre langue cette fois pour parler aux gens qu'on ne connaît pas, de peur qu'ils trouvent une occasion de nous faire du mal, et donc on ne la tournerait pas quand on parle à quelqu'un qu'on aime. La communication. La communication est le moyen par lequel se passe très bien le pardon. Des fois, dans le couple, il y aura beaucoup d'erreurs, beaucoup de tâtonnements. Mais le pardon est le seul moyen qui nous maintient ensemble. C'est le seul ciment qui nous permet de nous maintenir. Il faudra user du pardon beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup. Et en tant que couple, on doit se poser la question, quel est notre degré de rancune? Il faut le dire sincèrement à l'autre. Je pense qu'on est bien, on va bien, mais je crois que tu as du mal à pardonner. On doit être capable de le dire, écoute, j'ai remarqué que même quand je dis pardon, j'ai du mal à digérer. Ça revient. Ou je souffre du fait que même quand la chose est passée, il suffit d'un rien. Tu ramènes ça, pas seulement parce que c'est un souvenir d'une chose qui s'est passée, mais tu ramènes ça comme si tu avais encore mal jusqu'à aujourd'hui. Il faut en parler. Et il faut avoir des périodes bien connues pour que vous ne puissiez pas en parler sous l'effet des émotions. Si à chaque 6 mois, si à chaque 1 année, ma femme et moi, quand on fait notre petite évaluation, on décide carrément de prendre un avion, d'aller en voyage. À un moment, on dit, bon, chérie, on en est où? Qu'est-ce qu'il y en est? Des fois, on fait notre évaluation à distance. Parce qu'elle a voyagé, j'ai voyagé, chacun est à un endroit totalement différent. Ah, tiens, justement, parlons un peu de notre couple. Je trouve que telle chose ne va pas. Communication et pardon. Sachez-le bien que la douceur désamorce souvent les conflits. Il suffit juste un peu de douceur. Les couples qui manquent de douceur ont du mal à traiter efficacement leurs conflits. Éphésiens 4, 26 à 27 dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne dormez pas, et ne donnez pas accès au diable. » Que de couples qui, chacun dort de son côté. Et le matin, il se réveille, l'autre jour, chacun dort de son côté. Et je n'en parle pas parce que je n'ai pas fait. J'en parle parce qu'il m'est arrivé de le faire. 2, 3 jours, des fois 1 semaine. Mais la Bible dit, ne laissez pas la colère dormir avec vous. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mon frère, ma sœur, si tu es prêt à pardonner un inconnu dont tu ne connais pas les intentions, juste parce qu'il a dit « pardonne-moi », pourquoi ne pas pardonner la personne avec qui tu partages toute ta vie? Troisièmement, un autre domaine qu'il faut regarder et évaluer en tant que couple, c'est le domaine de la spiritualité et de l'intimité. Prière simple et respect réciproque fortifient l'intimité. Vous devez évaluer à quel point vous êtes proches l'un de l'autre. Je ne parle plus de l'unité et de l'alliance. Je parle à la fois de l'amitié, de l'intimité, de la proximité. Il y a des couples qui vivent ensemble, qui travaillent bien ensemble, qui font ce qui... Mais ils ne sont pas proches. Ils sont comme 2 collègues de métier appelés métier de parents. Votre degré d'intimité dépendra beaucoup de votre intimité ensemble avec Dieu. Un couple qui va intimement dans la présence de Dieu vit intimement ensemble. Ce que vous bâtissez dans la présence de Dieu demeure. Il faut à la fois être intime avec Dieu, chacun de son côté, mais apprendre à être intime avec Dieu ensemble. Prier à genoux, parler à Dieu sincèrement du fond de votre cœur. Sachez-le bien que devant le Seigneur, chacun de nous, je vais utiliser cette expression, chacun de nous est nu complètement. La véritable nudité de ton conjoint est dans ce moment-là où il est à genoux devant Dieu. Et c'est important de voir jusqu'à à quel point il est ouvert. Et la Bible dit, dans le jardin d'Éden, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Et le pensée idéal de Dieu a toujours été comme ça, de vivre dans cet état de, j'allais presque dire, de nudité de cœur. Et c'est quand on prie ensemble qu'on arrive à cet état-là. Notre spiritualité est un domaine à évaluer. On est marié,
mais est-ce qu'on grandit ensemble? Où chacun vit à sa manière. L'autre intercesseur, l'autre protocole, chacun prie pour l'Église, il fait des moments d'éveillé, chacun a des programmes différents. Mais évaluez votre vie spirituelle. Si votre alliance était un chrétien, votre mariage était un chrétien en soi. Personnifions votre mariage, 10 ans, 20 ans de mariage. Regardez votre mariage en tant que chrétien, 20 ans de vie chrétienne. Il a quel degré de maturité? Josué 24, 15 dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, c'est le langage des personnes qui savent ce qu'ils veulent dans leur maison. 1 Pierre 3, 7 dit, « Marie, montrez à vos femmes de la sagesse dans vos rapports avec elles, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Avant même de venir fermer les yeux et de prier, quelque chose peut faire obstacle à vos prières. Quoi? La manière dont l'homme traite sa femme. On ne va même pas aller plus loin que ça. Mais évaluez votre spiritualité et votre intimité. J'ai promis des questions spécifiques qu'on peut se poser. Il est l'heure de poser les 10 questions de bilan pour un couple. On y va. À vos marques, prêts? Dites-le à votre mari, dites-le à votre femme. Préparez ça. Quand il va revenir à la maison, il faut que vous puissiez en parler. Première question. Nous sommes-nous parlé avec respect cette semaine? Nous sommes-nous parlé avec respect cette semaine, ce mois, cette année? Quel était le respect dans le langage personnel et en public? C'est ma femme, je peux lui parler comme je veux. Non, c'est faux. C'est ta femme, c'est toi le premier à le respecter. C'est ton mari, c'est toi le premier à le respecter. Est-ce que tu lui as parlé avec respect? Est-ce que dans ton langage, tu lui as montré que tu prenais des gants, tu faisais attention à son bien-être? Est-ce que tu as choisi dans ton vocabulaire les meilleurs de mots qui lui permettent de se sentir aimé? Deuxième question. Qu'ai-je fait qui t'a fait te sentir aimé? Ça, c'est une question à se poser à l'autre. Qu'est-ce que je fais cette semaine? Qu'est-ce que je fais cette année? Quels sont les actes que j'ai posés qui t'a permis de te sentir que je t'aime? Pas combien de fois j'ai cité les mots, mais combien de fois j'ai exprimé par mes gestes fortement des signes qui te disent « cet homme m'aime, cette femme m'aime ». Tu dois lui poser. Ce n'est pas à toi de décider. Tu dis « ah, moi j'ai fait beaucoup de choses pour te montrer que je t'aime aujourd'hui ». Non. Ça ne dépend pas de ce que toi tu fais, ça dépend de comment il perçoit ça, elle perçoit cela. Alors la question est à poser à l'autre. Qu'ai-je fait qui t'a fait sentir aimé? Ah, ce jour-là, en public, devant mes collègues, tu leur as dit clairement combien je suis d'un apport spécial dans ta vie. Ce jour-là, j'ai senti que je t'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai fait cette année, ce mois, cette semaine, qui t'a permis de te sentir que je t'aime? 3. Y a-t-il une offense non traitée entre nous? Vous savez, le couple, on dit souvent que le couple, c'est le seul endroit où les 2 plus grands ennemis du monde dorment ensemble. Ça, on le dit souvent quand il y a un conflit et que chacun dort en regardant ailleurs, il a la tête complètement tournée dans une autre direction. Mais en réalité, frères et sœurs, dans un couple, on doit se poser cette question. Y a-t-il une offense non traitée entre nous? Il y a des conflits qui peuvent rester là. Ça ne dit pas le nom, mais le conflit est là. On vit ce conflit, on le cache. On est passé, on n'en parle plus, le temps est passé, mais le conflit est resté. Il y en a un qui a encore la blessure. Et il est des fois important de se poser la question, y a-t-il encore une offense qui n'a pas été traitée? On a demandé pardon, mais on n'a pas traité le problème. Chaque fois que tu dis « pardonne-moi, alors pardonne-moi », mais ça ne veut pas dire que le problème est traité. J'ai juste décidé de ne pas me venger, j'ai juste décidé de ne pas avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de toi, mais on n'a pas corrigé les problèmes. Quand on évalue un couple, le couple doit se poser la question l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose, une offense, quelque chose que je n'ai pas bien fait, que je ne fais pas bien, qui devrait être fixé? Et depuis tout ce temps, je n'arrive pas encore à le fixer. 4. Comment allons-nous spirituellement? Ça, c'est une question à se poser en tant que couple.
comment allons-nous spirituellement? Notre vie de prière. Comment allons-nous spirituellement? Quelle est la dernière fois que dans ce couple, on a fait un exercice de prière collectif? C'est-à-dire un jeûne, une veillée, des temps de prière, sans qu'un enfant soit malade, sans qu'on manque de l'argent. Quelle est la dernière fois que dans ce couple, on s'est exercé spirituellement dans notre foi, dans notre passion pour Christ? L'évangélisation collective. Toi et moi, on descend sur le terrain pour gagner des âmes. Quelle est la dernière fois où on a investi dans notre spiritualité? Comment va notre vie spirituelle? 5. Comment va notre intimité? Par le mot intimité, vous aurez compris comment va notre contact physique et émotionnel. Quelle en est la fréquence? Quelle en est la qualité? Quel est le degré de respect qu'il y a dans notre intimité? Par intimité, je parle de ce moment émotionnel, physique, sexuel que l'on passe ensemble. Quelle en est la qualité? Comment ça va dans ce domaine-là? Vous serez très étonné de vous rendre compte que, quelle que soit la spiritualité des gens dans leur couple, la nature, la qualité de leur vie intime, leur vie sexuelle, est l'une des raisons fondamentales des divorces. Posez-vous la question et ne sous-entendez pas que ça va bien parce que personne ne s'en plaint. 6. Gérons-nous nos finances comme un? C'est-à-dire, gérons-nous nos finances comme une personne? Y a-t-il la transparence? Est-ce qu'on va en termes de budget ou ça nous tombe comme ça, on sort seulement l'argent? Est-ce qu'on court derrière nos finances ou est-ce qu'on les gère? 7. Savons-nous rire et nous reposer ensemble? Plaisir dans le couple ne veut pas dire nécessairement sexualité. C'est ce petit moment de beaux souvenirs et de bons souvenirs. Rire ensemble et se reposer ensemble. Je connais des couples où un homme dit « Non, moi je ne ris pas avec ma femme c'est pas... Je ne suis pas son ami, je suis son mari. » Si tu ne ris pas avec ta femme, tu ris avec qui en fait? Elle préférerait être cette autre personne avec qui tu ris. Elle préfère encore l'époque où elle était juste une amie, une connaissance. Vous riez à l'époque. Maintenant qu'elle est passée femme, vous ne riez pas ensemble. Quelle est la dernière fois que vous avez ri ensemble et vous êtes reposés ensemble? 8. Comment soutenons-nous nos rôles et charges respectives? C'est-à-dire comment nous venons à l'aide à l'autre, l'un à l'autre dans son rôle. Comment j'aide dans la cuisine? Comment l'autre aide, je ne sais pas moi, dans les ménages, dans la provision matérielle financière de la maison. On se répartit des rôles dans la maison. Mais la beauté d'un couple, c'est le support qu'on accorde à l'autre dans sa tâche. Je n'ai rien à faire, l'autre a plein à faire encore dans la cuisine, mais c'est sa partie de travail. Mais tu n'as rien à faire. Pourquoi ne pas te donner un coup de main? Comment allons-nous à l'aide à l'un et à l'autre dans la part des tâches qui lui reviennent dans le couple? 9e, sommes-nous en mission commune? Est-ce que nous deux, nous réfléchissons pour accomplir une même chose, une même mission? Peut-être visiter les gens à l'orphelinat, les vieillards, servir, montrer l'hospitalité, mettre de côté de l'argent pour soutenir quelqu'un. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'en tant que couple, on accomplit ensemble des missions où on sent que Dieu nous a appelés à le faire à deux? Et enfin, quelle petite décision prend-on cette semaine pour avancer? Il faut toujours finir par quelque chose de pragmatique. Quelle décision? 10. Quelle décision? Quelle plus petite décision pouvons-nous prendre cette semaine pour avancer? La décision peut juste être, on va commencer à prier à partir de 21h. Chaque fois avant de monter le lit, il faut qu'on prie. Même si l'un n'a pas encore sommeil, le premier qui a sommeil, on prie. Celui qui veut continuer, continue. Celui qui veut dormir, dort. Quelle est la décision que vous prenez? Et si ça, c'est clair dans votre tête, souvenez-vous de la 5e des choses. Il vous faudra un rituel de protection. Vous devez avoir juste des habitudes, un rituel de protection. Une simple revue hebdomadaire, évitez les accumulations. Vous ne devez pas attendre qu'après 5 ans, 10 ans, que vous puissiez faire cette évaluation. Faites-le, ayez votre rituel progressif pour faire ces petites évaluations. J'ai été clair, dans les détails, expliqué, votre couple doit changer à partir d'aujourd'hui. Et moi, je vous vois demain. Dieu vous bénisse.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.